Dans un monde agité où tout semble nous échapper, il existe une sagesse ancienne capable d'apaiser l'esprit et de recentrer nos priorités, le stoïcisme. Cette philosophie, née dans la Grèce antique, nous enseigne comment vivre en harmonie avec nous-mêmes, malgré les défis et les injustices de la vie quotidienne. Elle ne promet pas une vie parfaite, mais une paix intérieure inébranlable. À travers des règles simples, elle nous aide à rester calmes face aux tempêtes. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces principes peuvent transformer notre manière de vivre. Vous vous demandez peut-être comment rester serein face aux critiques, aux pertes ou à l'incertitude de demain. Le stoïcisme ne cherche pas à fuir la réalité, mais à l'embrasser pleinement, avec courage et lucidité. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 règles fondamentales qui vous aideront à vivre plus heureux, plus libre et plus fort. Ces leçons ne sont pas théoriques, elles ont changé des vies pendant des siècles. Préparez-vous à voir le quotidien avec des yeux nouveaux. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Règle 1. Simplicité volontaire. Imagine un monde où tu n'as plus besoin d'acheter pour être heureux. Où le simple fait de respirer, de sentir le soleil sur ta peau ou de savourer une tasse de café te remplit de joie. Le stoïcisme nous enseigne cela. Le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous percevons la vie. Les objets ne sont que des outils, pas des sources de satisfaction. Quand tu réduis tes besoins, tu augmentes ta liberté. Pense à toutes ces choses que tu as accumulées par habitude, par peur de manquer ou par désir de paraître. En réalité, combien d'entre elles t'apportent vraiment quelque chose? Vivre simplement, c'est se débarrasser du poids inutile. C'est choisir délibérément ce qui compte et laisser le reste de côté. Le luxe n'est pas dans les possessions, mais dans la tranquillité d'esprit. Un stoïcien ne méprise pas les biens matériels, mais il refuse d'en devenir l'esclave. Si tu peux te réjouir d'un repas simple, d'une promenade en forêt ou d'une conversation sincère, alors tu as déjà trouvé la richesse ultime. Tout le reste n'est que distraction. Observe la nature, elle ne gaspille rien, ne s'encombre de rien. Les arbres ne stockent pas plus de feuilles que nécessaire. Les rivières coulent sans se soucier du lendemain. Nous, humains, avons compliqué les choses en cherchant toujours plus. Et si le vrai progrès était de revenir à l'essentiel, de désirer moins pour vivre mieux? Chaque fois que tu ressens l'envie d'acheter quelque chose, demande-toi, en ai-je vraiment besoin? Souvent, la réponse est non. Ce n'est pas une privation, mais un choix. Un choix qui te libère de l'anxiété de posséder, de comparer, de montrer. La simplicité volontaire, c'est reprendre le contrôle sur tes désirs au lieu de les laisser te contrôler. Le bonheur dépend de notre perception, pas de notre porte-monnaie. Deux personnes peuvent boire le même café. L'une le trouve banal, l'autre y goûte chaque nuance, chaque instant. La différence? Leur état d'esprit. Apprends à apprécier ce que tu as déjà, et tu découvriras que tu possèdes bien plus que tu ne le crois. Se détacher du superflu, ce n'est pas renoncer au plaisir, mais le redéfinir. Un stoïcien trouve de la joie dans l'effort, dans la maîtrise de soi, dans les petites choses que d'autres ignorent. Il sait que les possessions éphémères ne comblent pas le vide. Seule une vie alignée avec ses valeurs le peut. Essaie un jour de vivre avec le strict minimum. Tu verras que rien ne te manque vraiment. Au contraire, tu te sentiras plus léger, plus présent, plus en paix. Moins tu dépends des objets, plus tu deviens résilient. Et cette résilience, c'est la vraie liberté. La simplicité est un acte de courage. Dans un monde qui pousse à consommer, choisir la modération, c'est résister. Mais cette résistance te rend plus fort. Elle te rappelle que tu n'es pas défini par ce que tu as, mais par qui tu es. Et ça, personne ne peut te le prendre. Alors, commence aujourd'hui. Fais le tri. Garde ce qui te sert, laisse partir ce qui t'encombre. Et surtout, cultive cette joie simple qui ne coûte rien. Un ciel étoilé, un rire partagé, un moment de silence. C'est là, dans ces instants, que se cache le vrai bonheur. Le stoïcisme ne t'apprend pas à moins vivre, mais à mieux vivre. Règle 2. Déconnexion digitale.
Nous vivons à l'ère des distractions infinies. Chaque bip, chaque notification est comme une petite main qui tire sur notre manche, exigeant notre attention. Le problème, notre esprit n'est pas fait pour ce bombardement constant. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Pour être présent, il faut parfois savoir disparaître. Prends une seconde et réfléchis. Combien de fois par jour vérifies-tu ton téléphone sans raison? Combien de moments de calme as-tu sacrifié pour scroller machinalement? Ces micro-décisions volent ton temps, ton énergie et ta concentration. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même plus compte. La solution ne consiste pas à rejeter la technologie, mais à la dompter. Comme un stoïcien discipliné, fixe des limites. Commence petit. Les 30 premières minutes de ta journée n'appartiennent qu'à toi. Pas d'écran, juste toi et tes pensées. Ce simple acte change tout. Tu reprends le contrôle au lieu de le céder à des algorithmes conçus pour te rendre accro. L'anxiété numérique est un mal moderne, mais la réponse est antique. Les philosophes stoïciens parlaient déjà de maîtrise de soi face aux distractions de leur époque. Aujourd'hui, nos distractions ont simplement changé de forme. Le principe reste le même. Ce n'est pas ce qui se passe autour de toi qui compte, mais comment tu choisis d'y répondre. Imagine ton esprit comme un lac. Chaque notification est une pierre jetée dans l'eau, créant des vagues qui perturbent ta clarté. La déconnexion, c'est laisser les eaux se calmer. C'est dans ce silence que tu retrouves ta capacité à réfléchir profondément, à être vraiment présent dans tes conversations, à savourer pleinement ta vie. Essaie cet exercice. Un soir par semaine, laisse ton téléphone dans une autre pièce. Observe ce qui se passe. D'abord, tu ressentiras peut-être une étrange sensation de manque. Puis, quelque chose de magique se produira. Tu redécouvriras le goût d'un livre, la qualité d'une conversation, la paix d'un moment seul avec tes pensées. Les empereurs stoïciens comme Marc Aurèle se réservaient des heures de solitude pour méditer et écrire. Aujourd'hui, nous avons remplacé ces moments précieux par des mises à jour sans importance. Et si tu reprenais cette habitude sage? Pas besoin de renoncer à tout, juste de créer des espaces sacrés sans interférence digitale. Chaque fois que tu ressens l'envie de vérifier ton téléphone par réflexe, arrête-toi. Respire. Demande-toi, est-ce vraiment nécessaire maintenant? Dans 90% des cas, la réponse est non. Ce petit espace de conscience est ton premier pas vers la liberté numérique. La discipline digitale est un muscle qui se développe avec l'entraînement. Commence par désactiver les notifications non essentielles. Puis, établis des zones sans téléphone, comme ta chambre ou la table à manger. Petit à petit, tu retrouveras quelque chose de précieux, ta propre attention, intacte et disponible. Le stoïcisme ne te demande pas de vivre comme un ermite, mais de vivre avec intention. Dans un monde hyperconnecté, le vrai pouvoir est de savoir quand te déconnecter. Parce que c'est seulement quand tu éteins le bruit du monde que tu peux enfin entendre ta propre voix. Et c'est dans ce silence que se trouve la vraie sagesse. Règle 3. Gratitude quotidienne. Imagine te réveiller chaque matin en remarquant d'abord tout ce qui va bien. Le soleil qui se lève, un toit sur ta tête, de l'eau potable qui coule du robinet. Ces choses semblent banales, et pourtant, des millions de gens en rêvent. Le stoïcisme nous apprend un secret. Le bonheur ne vient pas d'avoir plus, mais de voir mieux ce qu'on a déjà. Ton cerveau est comme un muscle. Il se renforce dans la direction où tu l'entraînes. Si tu passes ta journée à repérer ce qui ne va pas, tu deviendras expert en problèmes. Mais si tu cultives la gratitude, tu développes une vision différente. Un journal de gratitude, c'est l'outil parfait pour cette rééducation mentale. Juste 3 choses par jour, et tout change. Les stoïciens pratiquaient cela il y a 2000 ans. Marc Aurèle commençait ses journées en écrivant « Je vais rencontrer des gens ingrats, égoïstes, arrogants aujourd'hui, mais je ne peux pas me fâcher contre eux, car nous sommes faits pour travailler ensemble. » Cette préparation reconnaissante transformait chaque interaction. Quand la vie te frappe durement, la gratitude devient ton bouclier. Perdu ton travail? Sois reconnaissant pour tes compétences. Une relation s'est terminée? Apprécie ce qu'elle t'a appris.
Même dans la tempête, il reste toujours des fondations solides. Le stoïcisme ne nie pas les difficultés, il t'apprend à les traverser sans nier les bienfaits qui persistent. La magie opère quand tu réalises que tout est cadeau. Cet ordinateur qui te permet de travailler, ces yeux qui voient, ces mains qui peuvent écrire, rien de tout cela n'était garanti. Épicure disait, « Si tu veux rendre un homme riche, ne lui donne plus d'argent, apprends-lui à désirer moins. » La gratitude, c'est l'art de désirer ce que tu possèdes déjà. Pratique ce petit exercice stoïcien. Chaque soir, avant de dormir, demande-toi, « Quelle personne m'a aidé aujourd'hui sans que je le mérite ? Quel petit plaisir simple m'a apporté de la joie ? Quelle difficulté m'a finalement rendu plus fort ?» En 30 secondes, tu reprogrammes ton esprit vers l'abondance. Attention, la gratitude n'est pas de la positivité toxique. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, mais de reconnaître que même imparfait, beaucoup vaut la peine d'être apprécié. Comme le disait Sénèque, personne n'apprécie la valeur d'une lumière comme celui qui a marché dans l'obscurité. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que les stoïciens savaient intuitivement. La gratitude réduit le cortisol, l'hormone du stress, de 23% et augmente la production de dopamine. Ton cerveau littéralement se reconfigure quand tu pratiques régulièrement. C'est une alchimie mentale qui transforme le plomb du quotidien en or émotionnel. Commence maintenant. Pas besoin d'attendre un succès, une promotion ou une rencontre spéciale. La matière première de la gratitude est partout. Le sourire du boulanger, la chaleur de ton lit, un problème que tu as su résoudre. Plus tu cherches ces pépites, plus ton monde se remplit de lumière. Le stoïcisme nous offre ainsi un pouvoir extraordinaire, celui de choisir ce sur quoi nous portons notre regard. Dans un monde qui pousse toujours à vouloir plus, la gratitude est la rébellion ultime. Elle te rend riche instantanément, sans rien changer à ta situation, juste en changeant ta perception. Et ça, personne ne peut te le prendre. Règle 4. Maîtrise des désirs. Imagine pouvoir traverser un centre commercial ou défiler des publicités en ligne sans ressentir cette petite pointe d'envie. Les stoïciens y parvenaient il y a 2000 ans et leur secret tient en une question simple. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je veux juste le vouloir ? Cette distinction apparemment banale est en réalité la clé d'une liberté psychologique rare. Notre société fonctionne comme une machine à créer des désirs artificiels. On nous persuade habilement que le bonheur se trouve dans la prochaine acquisition, la nouvelle version, la dernière tendance. Pourtant, regarde autour de toi. Les personnes les plus sereines ne sont pas celles qui possèdent le plus, mais celles qui savent distinguer l'essentiel du superflu. Le stoïcisme nous apprend à devenir immunisés contre ce marketing émotionnel. La pratique stoïcienne propose un exercice radical, se priver volontairement de quelque chose qu'on pourrait s'offrir. Pourquoi ? Pas par ascétisme masochiste, mais pour se rappeler une vérité libératrice. On peut être heureux sans cela. Quand Sénèque dormait par terre quelques nuits par mois ou que Diogène vivait dans son tonneau, il ne jouait pas au martyr, il s'entraînait à la vraie liberté. Tes désirs sont comme des enfants gâtés. Plus tu les satisfais, plus ils réclament. Mais quand tu commences à leur dire « non », quelque chose de magique se produit. D'abord une frustration passagère, puis une sensation de puissance grandissante. Chaque « non » à une envie superflue est un « oui » à ta maîtrise de toi-même. Et cette maîtrise, personne ne peut te la prendre. L'autosuffisance stoïcienne ne signifie pas vivre en ermite, mais cultiver une indépendance mentale. C'est savoir apprécier ce qu'on a sans en devenir dépendant. Imagine deux personnes buvant le même vin. L'un angoisse à l'idée d'en manquer, l'autre savoure simplement le moment. La différence ? Le second a travaillé sa capacité à se passer du vin, tandis que le premier s'est laissé asservir par son plaisir. Les publicités jouent sur nos peurs. Peur de ne pas être à la mode, de rater quelque chose, de paraître moins bien. Le stoïcien désamorce ces mécanismes par une question imparable. Et alors ? Si tu ne possèdes pas le dernier smartphone, que se passera-t-il vraiment ? Si tu portes des vêtements simples, qui en décidera moins ? Cette distance critique est un bouclier contre la manipulation. Commence petit. Demain matin, retarde ton petit déjeuner d'1 heure.
En milieu de journée, résiste à l'envie de consulter ton téléphone pendant 30 minutes. Le soir, couche-toi sans allumer la télé. Ces micro-entraînements semblent insignifiants, mais ils construisent quelque chose de précieux. La force de dire non à tes impulsions et donc oui à ta véritable volonté. Le paradoxe stoïcien, c'est qu'en apprenant à te passer des choses, tu commences à mieux en profiter. Un repas simple devient festin quand on a connu la faim. Un vieux livre devient trésor quand on a pratiqué la sobriété numérique. En réduisant tes dépendances, tu augmentes paradoxalement ta capacité à jouir pleinement de chaque expérience. Cette discipline n'est pas une privation, mais une élévation. Comme un athlète qui renonce aux excès pour performer, le philosophe stoïcien modère ses désirs pour gagner en lucidité et en puissance d'action. Sa richesse, ne plus être le pantin de ses envies passagères. Son secret, avoir compris que la vraie liberté commence toujours par un « non » bien placé. Règle 5. Vivre l'instant présent. Combien de fois par jour ton esprit s'échappe-t-il? Soit vers le passé avec ses regrets, soit vers le futur avec ses inquiétudes. Pendant ce temps, la vie, la vraie, se déroule sous ton nez sans que tu la remarques. Les stoïciens avaient une arme secrète contre cette dispersion, l'ancrage féroce dans l'instant présent. Pas comme une mode New Age, mais comme une discipline de combat mental. Prends une seconde pour observer ce qui t'entoure maintenant. Les couleurs, les sons, les sensations dans ton corps. Rien d'autre n'existe à cet instant. Pas les dettes à payer, pas les messages à répondre, juste ce moment pur. C'est dans cet espace que tu retrouves ton pouvoir. Parce qu'agir, vraiment agir, ne peut se faire qu'ici et maintenant. Le reste n'est que fiction mentale. Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas emporter par le flot des événements, mais plonge dans le présent comme dans un rocher solide. » Imagine cela. Chaque fois que ton esprit vagabonde, tu peux choisir de revenir à ce rocher. Une respiration consciente, 3 pas en sentant le sol sous tes pieds, un regard attentif sur ce qui est devant toi. Ces micro-pauses sont des révolutions silencieuses. Le génie du stoïcisme est d'avoir compris avant les neurosciences que notre attention est comme un muscle. Plus tu la laisses divaguer, plus elle s'affaiblit. Plus tu la ramènes au présent, plus elle se fortifie. Essaie maintenant. Pendant 30 secondes, concentre-toi uniquement sur ta respiration. Quand ton esprit s'échappe, il le fera. Ramène-le doucement. Ce simple exercice est un entraînement pour toute la vie. Nous vivons dans un monde qui nous vole constamment le présent. Les réseaux sociaux nous projettent dans des vies parallèles, les actualités nous hypnotisent avec des drames lointains, les publicités nous vendent des futurs imaginaires. Résister à ce kidnapping mental demande une vigilance active. Comme un garde à l'entrée d'une forteresse, apprends à reconnaître ce qui mérite ton attention et ce qui ne la mérite pas. La pratique stoïcienne transforme les moments banals en opportunités philosophiques. En faisant la vaisselle, ressens l'eau, observe les bulles, sois totalement dans cet acte. Dans les transports, regarde les visages, écoute les sons, habite pleinement ce temps. Ce n'est pas de la méditation, c'est de la vie vécue à pleine conscience, comme Épictète lavant son unique assiette avec la même attention qu'un prêtre accomplissant un rituel sacré. Quand tu te surprends à ruminer le passé ou à anticiper anxieusement l'avenir, pose-toi cette question stoïcienne. Quel pouvoir ai-je sur ceci en cet instant précis? La réponse est souvent « aucun ». Alors pourquoi gaspiller ton énergie là-dessus? Le présent est le seul territoire où tu peux réellement exercer ta sagesse et ton action. Tout le reste est illusion. Les crises révèlent cette vérité avec brutalité. Un diagnostic grave, un accident, une perte soudain, plus rien n'existe que l'instant présent. Le stoïcisme propose d'atteindre cette lucidité sans attendre les catastrophes. Apprends à vivre chaque jour comme s'il pouvait être le dernier, non par morbidité, mais pour en extraire toute la saveur et l'urgence vitale. Commence aujourd'hui par 3 ancrages conscients. Au réveil, 1 minute à observer ta respiration avant de saisir ton téléphone. À un repas, 3 bouchées mangées en pleine conscience. Le soir, 30 secondes à revivre mentalement un moment positif de ta journée.
Ces petits exercices semblent dérisoires, mais ils réveillent quelque chose d'essentiel. Ta capacité à être pleinement vivant ici et maintenant. Comme le disait Sénèque, la vie est longue si tu sais l'utiliser. Et l'utiliser, ça commence par y être vraiment présent. Règle 6. Pouvoir du rire. Imagine un général romain face à une défaite cuisante. Au lieu de s'effondrer, il éclate de rire. Ce n'est pas de l'inconscience, mais une stratégie millénaire. Les stoïciens comprenaient ce que la science moderne confirme aujourd'hui. Le rire est un outil philosophique puissant pour traverser les tempêtes sans se noyer dans le sérieux. Quand tout semble s'écrouler, le rire agit comme un reset mental. Il ne nie pas les problèmes, mais refuse de leur donner plus d'importance qu'ils n'en méritent. Sénèque, qui a vécu exilé et confronté à de multiples épreuves, écrivait « Le sage sait rire de lui-même plus que de toute autre chose ». Cette autodérision n'est pas de la frivolité, mais une forme supérieure de lucidité. Le rire stoïcien fonctionne comme une loupe qui change de focale. Ce qui paraissait tragique vu de près devient souvent comique avec un peu de recul. Apprends cet exercice simple. Quand une situation t'énerve, demande-toi « Dans 5 ans, cela m'impressionnera-t-il encore ?» La plupart du temps, la réponse est non. Alors pourquoi ne pas en rire maintenant ? Les grands philosophes stoïciens n'étaient pas ces vieillards austères qu'on imagine. Marc Aurèle, tout en dirigeant un empire, notait dans ses pensées « Regarde les choses d'en haut ». Cette perspective aérienne transforme les drames personnels en scènes de comédie humaine. Le rire devient alors une forme de sagesse en action, une façon de garder les pieds sur terre tout en prenant de la hauteur. Pratique le rire comme un muscle philosophique. Commence par sourire de tes propres travers. Cette fois où tu as insisté pour avoir raison alors que tu avais tort, ce moment où tu as dramatisé pour une broutille. Chaque fois que tu peux rire de toi-même, tu désarmes le jugement des autres et tu te libères d'un poids inutile. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer deux choses, agir avec sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. La première est nécessaire pour accomplir de grandes choses, la seconde est essentielle pour rester sain d'esprit. Comme un funambule qui traverse un précipice avec une concentration absolue tout en gardant la légèreté nécessaire pour ne pas trembler. Dans les pires moments, le rire devient une arme de résistance. Les prisonniers des camps de concentration qui parvenaient à plaisanter entre eux en témoignent. L'humour ne change pas la réalité extérieure, mais transforme radicalement notre expérience intérieure. C'est une victoire que personne ne peut nous enlever. Essaie ce rituel stoïcien moderne. Chaque soir, note dans ton journal non pas seulement ce qui t'a rendu reconnaissant, mais aussi ce qui t'a fait rire ou sourire. Un mot d'esprit, une situation absurde, une coïncidence amusante. En entraînant ton esprit à repérer ces moments, tu développes une vision du monde plus équilibrée et résiliente. Le rire philosophique est un antidote à la rigidité mentale. Il rappelle que même dans les épreuves, nous gardons le pouvoir de choisir notre attitude. Comme Diogène dans son tonneau répondant à Alexandre le Grand, « Ôte-toi de mon soleil ». Cette insolence joyeuse est la marque d'une liberté intérieure inaliénable. Le stoïcisme ne propose pas une vie sans émotion, mais une vie où aucune émotion ne nous domine. Le rire, dans cette perspective, n'est pas l'opposé de la sagesse, mais son allié le plus inattendu. Il nous permet d'affronter les défis avec le sérieux nécessaire, tout en refusant de devenir les pantins de nos propres drames. Le rire fonctionne comme un bouclier invisible contre les absurdités de la vie. Les stoïciens voyaient dans l'humour une forme de distanciation salutaire, permettant d'observer les événements comme un spectateur plutôt que comme une victime. Quand tu ris d'une situation, tu reprends immédiatement le contrôle émotionnel. C'est une rébellion tranquille contre le sérieux excessif qui nous envahit. La pratique du rire intentionnel remonte au banquet philosophique de l'Antiquité. Sénèque organisait des dîners où l'on discutait de la mort en sirotant du vin, mélangeant profondeur et légèreté. Cette tradition rappelle que la sagesse n'exige pas une mine grave en permanence. Au contraire, celui qui sait rire de la condition humaine possède une compréhension plus complète de l'existence. L'autodérision stoïcienne est particulièrement puissante. Imagine-toi comme un acteur sur la grande scène du monde. Tes échecs deviennent des scènes comiques,
tes angoisses des répliques dramatiques. Marc Aurèle se décrivait lui-même comme un vieil homme ridé et usé, montrant ainsi sa capacité à prendre du recul. Ce détachement joyeux désamorce l'ego et ses prétentions. Les neurosciences expliquent pourquoi le rire stoïcien fonctionne si bien. Une bonne crise de rire libère des endorphines tout en réduisant le cortisol. Psychologiquement, c'est comme une méditation en accéléré. Les anciens l'avaient deviné empiriquement. Le rire est une gymnastique de l'âme qui rééquilibre nos humeurs. 3 minutes de rire valent souvent mieux qu'1 heure de raisonnement. La pratique du rire matinal stoïcien peut transformer ta journée. Au réveil, avant même de sortir du lit, souris délibérément puis imagine quelque chose d'absurde. Ce petit rituel programme ton esprit pour aborder les difficultés avec plus de légèreté. C'est une façon de rappeler à ton cerveau que tu choisis ton attitude face aux événements. Les situations frustrantes deviennent des opportunités d'entraînement. Un embouteillage, invente une histoire comique sur tes voisins invisibles. Un retard bureaucratique, imagine les dieux stoïciens riant de ses préoccupations terrestres. Cette alchimie mentale transforme l'irritation en amusement, sans rien changer à la réalité extérieure. Le rire philosophique crée aussi de la connexion humaine. Quand tu partages une blague sur les aléas de la vie, tu construis une solidarité joyeuse face à l'absurdité universelle. Les stoïciens modernes pourraient remplacer les lamentations collectives par des clubs de rire existentiels. Après tout, nous sommes tous dans le même bateau cosmique. Certains croient à tort que le stoïcisme recommande la suppression des émotions. En réalité, il enseigne leur transformation consciente. Le rire n'est pas interdit. Il est encouragé comme moyen de transcender les émotions négatives. Un stoïcien ne refuse pas de ressentir. Il refuse de se laisser dominer par ses ressentis. La prochaine fois qu'une pensée angoissante t'envahit, essaie ceci. Exagère-la jusqu'à l'absurde puis riant. Ton anxiété devient soudain une caricature d'elle-même. Ce processus, que les thérapeutes appellent déflation cognitive, était pratiqué instinctivement par les philosophes antiques. Le rire devient alors un outil de libération psychologique. Le véritable pouvoir du rire stoïcien réside dans son paradoxe. C'est en apprenant à rire de tout que l'on devient capable de prendre au sérieux l'essentiel. Cette discrimination joyeuse est le cœur de la sagesse pratique. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Et parfois, le meilleur jugement est un éclat de rire. En intégrant le rire à ta pratique stoïcienne, tu découvres une dimension souvent négligée de cette philosophie. Non pas comme diversion superficielle, mais comme outil profond de résilience. Le sage stoïcien n'est pas ce personnage sévère des représentations classiques, mais quelqu'un qui connaît le pouvoir libérateur d'un sourire face à l'impermanence de toute chose. Règle 7. Relation vertueuse. La vie nous place continuellement sur une scène relationnelle où chaque interaction devient un miroir de notre caractère. Les stoïciens voyaient dans nos rapports aux autres le terrain d'entraînement ultime de la vertu, bien plus efficace que les livres ou les méditations solitaires. Quand un proche nous irrite, quand un collègue nous met au défi, c'est là que se révèle la véritable nature de notre philosophie intérieure. Ces moments apparemment banals constituent en réalité l'épreuve du feu de notre progression personnelle. L'empathie stoïcienne n'est pas ce sentimentalisme vague souvent vanté aujourd'hui, mais une compétence active à cultiver. Il s'agit de cette capacité à se mettre à la place d'autrui tout en gardant son propre équilibre, comme un funambule qui saurait marcher sur 2 cordes à la fois. Quand Épictète disait « supporte et abstiens-toi », il ne prônait pas la passivité, mais cette empathie forte qui s'est écoutée sans se perdre dans les problèmes d'autrui. C'est un art délicat entre compassion et discernement. La bienveillance authentique ressemble à un muscle qui se développe par l'exercice répété. Chaque matin, nous pourrions nous demander « Comment puis-je aujourd'hui être véritablement utile à ceux qui m'entourent ?» Non par calcul ou intérêt, mais comme le soleil donne naturellement sa lumière. Marc Aurèle cultivait cette attitude envers les personnes difficiles de son entourage, voyant dans chaque rencontre une occasion de pratiquer la patience et la générosité. Sa cour impériale était son gymnase philosophique quotidien.
Le pardon réfléchi constitue peut-être l'exercice relationnel le plus exigeant. Contrairement au pardon naïf qui oublie trop vite, le pardon stoïcien est un processus conscient qui transforme la blessure en leçon. Imaginez chaque offense comme un livre dont vous extrayez la sagesse avant de le refermer. Sénèque enseignait que pardonner véritablement, c'est cesser d'attendre que le passé soit différent. Ce n'est pas un acte pour l'autre, mais un cadeau à soi-même. Pourtant, la vertu relationnelle la plus méconnue reste le courage de s'éloigner. Certains liens fonctionnent comme des trous noirs émotionnels, absorbant notre énergie sans retour. Le stoïcisme ne nous condamne pas à subir indéfiniment les relations toxiques sous prétexte d'endurance. Savoir poser des limites claires est aussi un acte de sagesse, peut-être le plus difficile quand il s'agit de proches. Comme le dit si justement la maxime antique, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit de quelle distance on l'observe. Les relations vertueuses obéissent à une alchimie particulière où l'on donne sans attendre en retour, tout en restant vigilant à ne pas se perdre. C'est ce paradoxe délicat que les stoïciens maîtrisaient, être pleinement présent aux autres tout en restant fidèle à soi-même. Dans nos conversations, nous pourrions pratiquer ce questionnement. Est-ce que mes paroles construisent ou détruisent ? Est-ce que mon silence est lâcheté ou sagesse ? Chaque interaction devient ainsi un laboratoire éthique. Les conflits, souvent redoutés, sont en réalité des opportunités déguisées. Au lieu de les fuir ou de les dramatiser, le regard stoïcien y voit des occasions de clarification. Un désaccord bien géré peut renforcer une relation bien plus qu'une harmonie superficielle. L'art consiste à séparer les personnes des problèmes, à critiquer les actes sans attaquer les êtres. C'est dans ces moments tendus que s'éprouve notre véritable progression philosophique. La gratitude relationnelle est un autre pilier méconnu. Plutôt que de focaliser sur ce que nos proches ne nous donnent pas, que se passerait-il si nous remarquions davantage ce qu'ils nous apportent ? Un exercice puissant consiste à noter chaque soir une qualité ou un geste positif de 3 personnes de notre entourage. Ce simple entraînement transforme progressivement notre vision des relations, comme un sculpteur révélant peu à peu la statue cachée dans le marbre. Les stoïciens nous invitent aussi à cultiver des relations avec les absents, les grands esprits du passé par leurs écrits, les modèles vertueux par leur mémoire. Ces amitiés transhistoriques, comme celles que Sénèque entretenait avec les penseurs grecs, enrichissent notre présent d'une sagesse éprouvée. Notre cercle relationnel ne se limite pas aux vivants qui nous entourent, mais peut s'étendre à toute l'humanité à travers les âges. Enfin, la relation la plus fondamentale reste celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Toutes les autres en découlent. Comment parler d'empathie si nous sommes cruels envers nous-mêmes ? De bienveillance si nous nous maltraitons par nos pensées ? Le stoïcisme nous enseigne cette vérité simple. On ne peut donner aux autres que ce qu'on a d'abord cultivé en soi. Ainsi, chaque matin, avant de rencontrer quiconque, nous gagnerions à nous demander « Quelle qualité relationnelle puis-je nourrir en moi aujourd'hui ?» La qualité de nos vies se mesure à la qualité de nos relations. Cette vérité simple était au cœur de la philosophie stoïcienne. Les anciens voyaient dans chaque interaction une opportunité de pratiquer la justice, la modération et le courage. Quand nous parlons avec un ami, travaillons avec un collègue ou même échangeons avec un inconnu, nous sculptons en réalité notre caractère. Ces moments apparemment ordinaires sont les briques dont se construit notre temple intérieur. L'empathie stoïcienne est radicalement différente de la compassion émotionnelle moderne. Il ne s'agit pas de se noyer dans les sentiments d'autrui, mais de comprendre leur perspective tout en gardant son équilibre. Comme un médecin qui compatit avec son patient tout en restant capable d'agir, le philosophe pratique cette empathie lucide. C'est un pont jeté entre les êtres, permettant la connexion sans la confusion des émotions. La bienveillance active est un muscle qui s'atrophie sans exercice. Chaque matin, les stoïciens recommandaient de se préparer aux rencontres de la journée comme un athlète se prépare à la compétition. Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes, écrivait Marc Aurèle. Cette préparation mentale permettait d'aborder les autres avec patience plutôt qu'irritation, transformant chaque interaction en exercice spirituel. Le pardon stoïcien est un acte de libération intérieure, bien plus qu'un cadeau à l'autre.
Imaginez votre colère comme un charbon ardent que vous serrez dans votre main. Celui qui souffre vraiment, c'est vous. Le pardon consiste simplement à lâcher ce charbon. Ce n'est pas oublier, mais choisir de ne plus laisser le passé empoisonner votre présent. C'est une victoire sur soi-même, bien plus impressionnante qu'une victoire sur les autres. Savoir mettre fin à certaines relations est peut-être la leçon la plus difficile du stoïcisme relationnel. Comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes pour protéger ses plantes, nous devons parfois élaguer nos cercles sociaux. Ces décisions douloureuses préservent notre intégrité morale et notre paix intérieure. Rappelons-nous que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Choisissons-les donc avec sagesse. Les conflits bien gérés peuvent devenir des accélérateurs de croissance relationnelle. Les stoïciens recommandaient d'aborder les désaccords comme des chirurgiens, avec précision et sans colère. Posez-vous cette question puissante. Est-ce plus important d'avoir raison ou de préserver la relation? Souvent, en laissant tomber notre besoin de victoire, nous gagnons quelque chose de bien plus précieux. La gratitude relationnelle est une pratique transformatrice. Tenir un journal où l'on note chaque soir une qualité chez nos proches recalibre progressivement notre attention. Nous commençons à voir le bien qui était toujours là mais que nous ne remarquions plus. Cette simple habitude peut révolutionner nos relations en quelques semaines, comme la pluie printanière réveille les graines endormies. Nos relations avec les grands esprits du passé sont des trésors sous-estimés. En lisant Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, nous tissons des liens avec des amis intemporels. Ces relations transhistoriques nous élèvent et nous rappellent que nous marchons sur un chemin foulé par des milliers de chercheurs de vérité avant nous. Leurs mots deviennent des compagnons constants sur notre voyage philosophique. La relation avec soi-même est le fondement invisible de toutes les autres. Comment pouvons-nous être véritablement présents aux autres si nous fuyons constamment notre propre compagnie? Les stoïciens recommandaient la pratique régulière du dialogue intérieur. Non pas ce monologue critique qui nous mine, mais une conversation bienveillante et constructive avec nous-mêmes. Les relations numériques modernes présentent un défi particulier pour la pratique stoïcienne. Combien de likes valent une conversation réelle? Les stoïciens nous inviteraient à évaluer chaque connexion virtuelle à l'aune de cette question. Cette relation m'élève-t-elle ou m'épuise-t-elle? Apprenons à cultiver la profondeur dans un monde qui privilégie la surface. Les relations familiales sont souvent le banc d'essai ultime de notre philosophie. C'est avec nos proches que nos vertus sont le plus testées et nos défauts le plus exposés. Les stoïciens voyaient dans la famille non pas un lien de sang mais une école de caractère. Parfois la plus exigeante, toujours la plus formatrice. Les relations professionnelles offrent un terrain fertile pour pratiquer la vertu. Plutôt que de maudire un collègue difficile, voyons une opportunité de pratiquer la patience. Chaque défi relationnel au travail devient ainsi une chance de progresser, transformant notre bureau en salle de classe philosophique. Les relations amoureuses, dans la perspective stoïcienne, sont des miroirs grossissants de notre développement personnel. Au lieu de chercher à changer l'autre, nous pourrions nous demander « Comment cette relation révèle-t-elle mes propres zones de croissance ?» L'amour vrai n'est pas fusion, mais rencontre de 2 libertés. Les relations avec les personnes plus âgées sont des ponts vers la sagesse accumulée. Un stoïcien moderne chercherait activement ces mentors naturels qui peuplent notre entourage. Leurs expériences, leurs erreurs et leurs leçons deviennent alors un héritage vivant dont nous pouvons profiter. Les relations avec les plus jeunes nous enseignent l'humilité et la transmission. En guidant les autres, nous réalisons à quel point nous avons nous-mêmes progressé. Comme le disait Sénèque, en enseignant, nous apprenons. Ces relations pédagogiques sont des cadeaux mutuels. Les relations avec la nature, souvent négligées, sont essentielles à l'équilibre stoïcien. Marcher seul dans les bois, observer les étoiles ou simplement respirer l'air frais nous reconnectent à notre place dans le cosmos. Ces moments de solitude peuplée nourrissent notre âme et équilibrent nos relations humaines. Les relations avec les inconnus sont des opportunités quotidiennes de pratiques vertueuses. Ce serveur au café, ce conducteur dans le bus, chaque brève interaction est une chance de pratiquer la bienveillance anonyme. Le stoïcisme se vit aussi dans ces micro-moments apparemment insignifiants.
En définitive, la qualité de notre vie philosophique se mesure à la qualité de nos présences relationnelles. Comme le disait Épictète, nous ne sommes pas des êtres isolés, mais des membres d'un grand corps. Nos relations sont les fils invisibles qui tissent la tapisserie de notre existence. Choisissons-les avec soin, entretenons-les avec amour, et libérons-nous de celles qui nous entravent. Voilà l'art stoïcien des relations vertueuses. Règle 8. Connexion à la nature. Observez un arbre en hiver, ses branches nu semblant mortes, pourtant pleines de vie latente. La nature nous enseigne ainsi la patience fondamentale. Cette capacité à traverser les cycles sans précipitation ni désespoir. Les stoïciens voyaient dans ces rythmes naturels un modèle pour l'existence humaine. Accepter les saisons de la vie sans révolte inutile. Un chêne ne se demande pas pourquoi l'hiver vient, il sait simplement qu'après viendra le printemps. Regardez comment les roseaux plient sous la tempête, mais ne rompent jamais. Cette résilience naturelle illustre parfaitement la vertu stoïcienne de l'adaptation. Dans nos vies, les épreuves sont comme le vent, nous ne pouvons les contrôler, seulement décider comment y répondre. La nature nous montre qu'il existe une voie médiane entre la rigidité qui casse et la mollesse qui cède trop facilement. Cette leçon vaut toutes les thérapies. Un ruisseau qui coule ne résiste pas aux rochers, il les contourne ou les use patiemment. Cette simplicité d'action est un modèle pour notre propre efficacité. Combien d'énergie gaspillons-nous à lutter contre ce qui ne peut être changé immédiatement? La nature fonctionne toujours par la voie la plus directe, sans complications inutiles. En l'observant, nous apprenons l'art du mouvement juste et de l'effort proportionné. Les forêts nous enseignent l'interdépendance silencieuse. Les grands arbres protègent les jeunes pousses, les champignons relient les racines entre elles, tout un écosystème collabore sans discours ni contrat. Nos vies sociales gagneraient à s'inspirer de cette harmonie organique. Les stoïciens parlaient de sympatheia, cette connexion fondamentale de tous les êtres, que la nature manifeste concrètement à qui sait regarder. Contempler un coucher de soleil sans prendre de photos, simplement présent. Cet exercice apparemment simple est une méditation puissante sur l'impermanence. Les beautés naturelles nous rappellent l'art de savourer l'instant sans vouloir le posséder. Comme le disait Marc Aurèle, tout est éphémère, comme l'était du temps de nos ancêtres. Ce spectacle quotidien nous entraîne à lâcher prise. Un jardin laissé à lui-même retourne rapidement à l'état sauvage. Cette vérité naturelle illustre notre propre besoin de discipline constante. La vertu, comme un jardin, demande un entretien régulier. Les stoïciens comprenaient que la nature humaine non cultivée tend vers le chaos, tout comme la terre non travaillée produit des ronces. Notre jardin intérieur nécessite le même soin attentif qu'un agriculteur donne à ses cultures. Observez comment les animaux affrontent la maladie ou les blessures. Sans plainte, simplement concentrés sur la guérison. Cette attitude naturelle face à la souffrance est profondément stoïcienne. Bien sûr, nous avons une conscience plus développée, mais cela ne devrait pas nous amener à dramatiser plus, plutôt à accepter avec plus de lucidité. La nature nous montre que la douleur fait partie du cycle, non son interruption. Les saisons se succèdent sans se précipiter, chaque phase ayant son utilité dans le grand cycle. Notre impatience moderne pourrait s'en inspirer. Combien de projets abandonnons-nous parce que nous ne voyons pas de résultats immédiats? La nature nous enseigne que toute croissance authentique demande du temps, que toute maturation ne peut être forcée. Apprendre ce rythme, c'est se libérer de la tyrannie de l'urgence. Le vol des oiseaux migrateurs illustre la combinaison parfaite d'efforts et de lâcher prise. Ils luttent contre le vent quand il le faut, mais savent aussi se laisser porter par les courants favorables. Notre existence ne devrait-elle pas suivre ce même équilibre? Les stoïciens recommandaient de distinguer clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Exactement comme ces oiseaux distinguent les vents contraires des courants porteurs. Enfin, la nuit étoilée offre la plus profonde leçon stoïcienne. Sous ce ciel immense, nos problèmes retrouvent leur juste proportion. Comme le disait Sénèque, regarde souvent le ciel, et tu sentiras l'insignifiance de ces choses pour lesquelles les hommes se battent. La nature est ainsi notre meilleure enseignante, silencieuse, patiente,
toujours disponible pour qui veut apprendre l'art de vivre en harmonie avec l'ordre du monde. La nature est le plus patient de tous les enseignants. Elle répète inlassablement ses leçons, saison après saison, sans jamais s'irriter de notre lenteur à comprendre. Les arbres qui perdent leurs feuilles chaque automne nous rappellent l'art du détachement, tandis que leur renaissance printanière nous enseigne l'espoir tenace. Ces cycles immuables offrent un cadre rassurant à nos vies souvent chaotiques. Observons-les comme des élèves attentifs. Le système racinaire des arbres cache une profonde sagesse stoïcienne. Sous terre, les racines s'entrelacent et se soutiennent mutuellement, formant un réseau invisible de solidarité. Ainsi, quand un arbre est malade, les autres lui envoient des nutriments. Cette interdépendance naturelle illustre parfaitement le concept de sympathia cher aux stoïciens. Cette idée que nous sommes tous reliés dans le grand tissu de l'existence. Regardez comment les animaux affrontent l'adversité. Un renard blessé ne s'apitoie pas sur son sort, il concentre toute son énergie sur la survie. Les oiseaux migrateurs parcourent des milliers de kilomètres sans jamais douter de leur route. Cette détermination sans complainte est un modèle de vertu stoïcienne. La nature nous montre quotidiennement comment affronter les épreuves avec courage et simplicité. Les rivières nous enseignent l'art de la persévérance intelligente. Elles ne forcent jamais leur passage, mais trouvent toujours un chemin vers la mer. Quand elles rencontrent un obstacle, elles l'usent patiemment ou le contournent avec élégance. Cette flexibilité obstinée est bien plus efficace que la rigidité ou l'abandon. Appliquons cette sagesse aquatique à nos propres défis quotidiens. Les tempêtes dans la nature sont de puissantes métaphores des épreuves humaines. Les arbres les plus résistants sont ceux qui ont appris à plier sans rompre, ayant subi de nombreuses intempéries. De même, nos difficultés, bien que douloureuses, nous rendent plus flexibles et résilients. La nature ne connaît pas de croissance sans résistance. C'est vrai pour les plantes comme pour les âmes. Le silence naturel est peut-être son enseignement le plus précieux. Dans nos vies hyperconnectées, le simple fait de s'asseoir dans un bois et d'écouter le vent dans les feuilles devient une méditation puissante. Ce silence n'est pas vide, mais plein d'enseignements pour qui sait l'écouter. Comme le recommandait Sénèque, trouvons chaque jour un moment pour ce dialogue avec la nature. Les déserts nous montrent que la vie persiste dans les conditions les plus hostiles. Un cactus stocke l'eau avec parcimonie, attendant patiemment les pluies rares. Cette économie de ressources et cette endurance sont des leçons de sobriété heureuse. Dans notre société d'abondance, la nature désertique nous rappelle l'art de nous contenter de peu et d'apprécier l'essentiel. Les montagnes enseignent la perspective. Vue de loin, une montagne semble immuable, pourtant elle change constamment, érodée par les éléments. Ainsi en est-il de nos vies. Les petits tracas quotidiens semblent insignifiants avec un peu de hauteur. Les stoïciens recommandaient souvent cette vue d'en haut pour relativiser nos préoccupations. Les champignons illustrent merveilleusement la coopération invisible. Leur réseau souterrain, mycélium, connecte les arbres entre eux, permettant l'échange de nutriments. Cette collaboration silencieuse est un modèle pour nos relations humaines. La nature nous montre que les plus belles réalisations naissent souvent de connexions invisibles et d'entraide discrètes. Les saisons nous enseignent l'art de l'adaptation. La nature ne résiste pas au changement, elle l'incorpore. Les animaux changent de pelage, les plantes modifient leur cycle, tout s'ajuste avec une grâce qui devrait inspirer notre propre flexibilité face aux aléas de l'existence. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et la nature nous offre les plus belles matières à réflexion. Les forêts anciennes sont des bibliothèques vivantes de résilience. Leurs arbres multicentenaires ont survécu à d'innombrables tempêtes, sécheresses et incendies. Leurs cicatrices racontent une histoire de survie et de régénération. Chaque balade en forêt peut ainsi devenir une leçon de vie, si nous apprenons à lire ces témoignages silencieux de persévérance. Les marées montrent le rythme constant du monde, indifférentes à nos petites agitations humaines. Leur mouvement perpétuel nous rappelle que tout passe, que nos joies comme nos peines sont temporaires. Cette régularité naturelle est un antidote à notre tendance à dramatiser l'éphémère. Le stoïcien observe les marées et y trouve une leçon d'équanimité.
Les fleurs sauvages qui percent le béton nous enseignent l'audace tranquille. Sans violence ni révolte inutile, elles trouvent leur chemin vers la lumière. Cette détermination douce est souvent plus efficace que la force brute. Dans nos vies, face aux obstacles, nous gagnerions à imiter cette persistance élégante et cette confiance dans le mouvement naturel de croissance. L'hiver semble mort, mais prépare en secret le printemps. Cette vérité naturelle est une métaphore puissante pour les périodes difficiles de nos vies. Les stoïciens comprenaient que les épreuves, comme l'hiver, ont leur utilité dans le grand cycle de notre développement. Apprendre à traverser nos hivers intérieurs avec patience et confiance est peut-être la leçon ultime de la nature. En fin de compte, se connecter à la nature n'est pas une activité de loisir, mais une pratique philosophique essentielle. Comme l'écrivait Sénèque, la nature nous a donné la vie, l'art de bien vivre. En observant ses rythmes, ses stratégies et sa sagesse silencieuse, nous trouvons des réponses à nos questions les plus profondes sur la résilience, l'adaptation et l'art de vivre en harmonie avec ce qui est. Règle 9. Focus positif. Notre attention fonctionne comme un projecteur dans l'obscurité. Ce qu'elle éclaire devient notre réalité. Les stoïciens avaient compris cette puissance bien avant les neurosciences modernes. Chaque matin, nous pouvons choisir d'éclairer nos difficultés ou nos opportunités, nos manques ou nos richesses. Ce simple choix détermine la qualité de notre journée bien plus que les événements eux-mêmes. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. La gratitude est bien plus qu'une émotion agréable. C'est une discipline de focalisation volontaire. Tenir un journal de gratitude, c'est comme entraîner son esprit à repérer l'or dans le sable de son quotidien. Les stoïciens pratiquaient cet exercice sous forme de méditation le soir, repassant leur journée pour y déceler les bienfaits cachés. 3 choses simples dont on peut être reconnaissant chaque jour suffisent à recalibrer progressivement notre vision du monde. Cette pratique transforme littéralement notre cerveau. La dichotomie du contrôle est l'outil stoïcien par excellence pour un focus positif efficace. Elle consiste à séparer radicalement ce qui dépend de nous, nos jugements, nos valeurs, nos actions, de ce qui n'en dépend pas, les événements extérieurs, le passé, les opinions d'autrui. En concentrant toute notre énergie sur le premier cercle, nous cessons de gaspiller nos forces à vouloir changer l'inchangeable. C'est une libération immédiate du stress et de l'anxiété. Les obstacles deviennent des opportunités quand on change de perspective. Un stoïcien face à une difficulté se demande systématiquement: comment puis-je utiliser cette situation pour progresser? Ce simple questionnement transforme les problèmes en exercice philosophique. Le licenciement devient occasion de reconversion, la maladie invitation à reconsidérer ses priorités, le conflit chance de pratiquer la patience. Rien ne change extérieurement, mais tout change intérieurement. Notre langage intérieur sculpte notre réalité. Remplacer « je dois » par « je choisis », problème par « défi », échec par « leçon ». Ces reformulations apparemment simples modifient profondément notre expérience. Marc Aurèle pratiquait cet art dans ses pensées, transformant chaque épreuve en occasion de vertu. Le pouvoir des mots est immense. Ils façonnent nos pensées qui à leur tour influencent nos émotions et nos actions. La pratique du « préméditation malorum », préméditation des difficultés, semble contre-intuitive pour cultiver un focus positif. Pourtant, imaginer le pire scénario possible, sans s'y attarder, a un effet paradoxal. Il nous fait réaliser que nous pourrions le surmonter et rend soudain nos problèmes actuels plus légers. C'est comme regarder l'horizon pendant une tempête. Cela relativise les vagues immédiates. L'art stoïcien du focus positif ne consiste pas à nier les difficultés, mais à choisir où poser son regard. Entre 2 fenêtres donnant sur le même paysage. L'une montrant un tas d'ordures, l'autre un magnifique coucher de soleil. La sagesse est de savoir où fixer son attention. Nous avons toujours ce choix, même dans les situations les plus sombres. Comme le dit la maxime, dans la nuit noire, cherche les étoiles. Les rituels matinaux sont des ancres puissantes pour orienter positivement sa journée. Quelques minutes pour visualiser ses intentions,
pratiquer la gratitude ou lire une pensée stoïcienne crée un cadre mental favorable. Sénèque commençait ainsi ses journées, se préparant à affronter les turbulences avec sérénité. Ces petites pratiques discrètes sont les fondations invisibles d'une journée réussie. Le corps influence l'esprit plus qu'on ne le croit. Une posture droite, un visage détendu, une respiration profonde. Ces ajustements physiques envoient des messages positifs à notre cerveau. Les stoïciens pratiquaient cette harmonisation corps-esprit, comprenant que notre attitude physique modifie notre paysage intérieur. Parfois, sourire sans raison précède le sentiment de bien-être plutôt qu'il ne le suit. En fin de compte, le focus positif stoïcien est un acte de rébellion tranquille contre le déterminisme extérieur. C'est affirmer que notre liberté ultime réside dans notre capacité à choisir ce à quoi nous accordons de l'importance. Comme le résumait si bien Marc Aurèle, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette réalisation change tout. Notre esprit ressemble à une terre fertile où pousse ce que nous y semons. Les stoïciens comprenaient que nos pensées répétées deviennent notre réalité. En choisissant délibérément de nourrir les idées constructives, nous cultivons progressivement un jardin mental florissant. Cette pratique n'est pas de la pensée magique, mais un entraînement rigoureux de l'attention. Comme un sculpteur travaille son marbre, nous pouvons sculpter notre expérience du monde. La lumière du jour révèle différemment ce que la nuit obscurcissait. Ainsi en est-il de notre perception. Changer d'angle de vue transforme radicalement une situation. Les stoïciens pratiquaient cet art du recadrage en cherchant systématiquement la perspective la plus éclairante. Un échec devient apprentissage, une critique occasion de progresser, une perte chance de recommencer. Ce travail alchimique sur nos interprétations modifie concrètement notre vécu. Les anciens comparaient l'esprit à une forteresse dont nous contrôlons les portes. Chaque pensée qui demande à entrer doit être examinée. Cette idée me construit-elle ou me détruit-elle? Ce filtrage rigoureux est la base du focus positif stoïcien. Nous ne pouvons empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher d'y faire leur nid. Ainsi des pensées négatives, nous ne les choisissons pas, mais décidons si elles s'installent. La nature nous offre un modèle parfait de focus adaptatif. Les tournesols suivent la lumière sans se plaindre de l'ombre, les rivières contournent les obstacles sans renoncer à leur course. Cette sagesse instinctive devrait inspirer notre propre orientation mentale. Quand une porte se ferme, cherchons la fenêtre entr'ouverte plutôt que de rester fixés sur ce qui nous est refusé. La vie offre toujours des alternatives à qui sait les voir. Les stoïciens pratiquaient l'art subtil de la double vision. Il s'agit de voir simultanément la réalité immédiate et son potentiel transformé. Un bloc de marbre est à la fois une pierre et la statue qu'elle pourrait devenir. Appliqué à nos vies, cet exercice développe une vision à la fois lucide et optimiste. Nous voyons les choses telles qu'elles sont, mais aussi telles qu'elles pourraient être grâce à notre action. Notre attention est une ressource précieuse que nous gaspillons souvent inconsidérément. Comme un budget limité, elle devrait être investie judicieusement. Les stoïciens recommandaient un audit régulier de nos focalisations. À quoi ai-je accordé mon énergie mentale aujourd'hui? Cela en valait-il la peine? Ce simple examen modifie progressivement nos habitudes attentionnelles vers plus de pertinence et de sérénité. Les mots que nous employons intérieurement créent des paysages mentaux. Je suis coincé devient je cherche une solution. C'est une catastrophe se transforme en c'est un défi intéressant. Ces reformulations ne changent pas les faits, mais modifient radicalement notre capacité à y faire face. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous bouleversent, mais le récit que nous en faisons. Changer ce récit, c'est changer notre expérience. La pratique du « comme si » est un outil puissant. Agissez comme si vous étiez confiant, comme si la solution allait apparaître, comme si vous aviez déjà surmonté cette épreuve. Cette technique ne relève pas de la tromperie, mais de la création proactive d'une nouvelle réalité. Les stoïciens l'utilisaient pour cultiver les vertus qu'ils souhaitaient développer. Parfois, le comportement précède et façonne l'état d'esprit.
Les environnements que nous choisissons influencent subtilement nos focalisations. S'entourer de complainteurs chroniques nous entraîne vers le négatif. Fréquenter des esprits constructifs nous élève. Les stoïciens étaient attentifs à ces influences environnementales. Ils recommandaient de cultiver des jardins mentaux fertiles, lecture inspirante, conversation enrichissante, lieux qui élèvent l'âme. Nous devenons en partie ce que nous laissons entrer dans notre espace mental. Les rituels du soir sont aussi importants que ceux du matin. Passer en revue sa journée en notant 3 choses positives rééduque progressivement l'esprit à repérer le bon plutôt qu'à se focaliser sur le mauvais. Cette pratique stoïcienne ancestrale est aujourd'hui validée par la psychologie positive. Elle agit comme un filtre qui, avec le temps, colore naturellement notre perception du réel vers plus de lumière. Le corps et l'esprit sont liés dans cette alchimie attentionnelle. Une posture droite, une respiration profonde, un visage détendu envoient des messages positifs à notre cerveau. Les stoïciens pratiquaient cette harmonisation corps-esprit, sachant que notre attitude physique influence notre paysage mental. Parfois, forcer un sourire suffit à déclencher une légère amélioration de l'humeur, le corps conduit alors l'esprit. En définitive, le focus positif stoïcien est une discipline de liberté intérieure. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de choisir où investir son énergie mentale. Comme le résumait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Cette maîtrise attentionnelle est peut-être la plus précieuse des compétences pour naviguer sereinement dans les eaux parfois tumultueuses de l'existence. Règle 10. Tout change, tout passe. Regardez un arbre au fil des saisons. Ses feuilles naissent, verdissent, jaunissent et tombent. Cette danse éternelle du changement est la loi fondamentale de l'univers que les stoïciens avaient parfaitement comprise. Nos vies obéissent au même cycle. Rien ne demeure identique, qu'il s'agisse de nos joies, de nos peines ou de nos possessions. Cette vérité, loin d'être angoissante, devient libératrice lorsqu'on l'accepte pleinement. Elle nous apprend à savourer sans s'accrocher, à traverser sans résister. Les stoïciens comparaient l'existence à un fleuve où l'on ne se baigne jamais 2 fois dans les mêmes eaux. Cette image puissante nous rappelle que tenter de figer le cours de la vie est aussi vain que vouloir arrêter un courant. Marc Aurèle méditait régulièrement sur cette impermanence. Le temps est comme une rivière faite d'événements qui surgissent. Comprendre cela, c'est se donner la chance de naviguer avec grâce plutôt que de lutter contre le courant. Nos émotions elles-mêmes sont soumises à cette loi du changement. Une colère qui semble insurmontable le matin s'apaise souvent le soir venu. Un bonheur intense finit par se muer en douce nostalgie. Les stoïciens recommandaient de visualiser cette évolution inévitable lorsque nous sommes submergés par nos états intérieurs. Ceci aussi passera, devient alors un mantra apaisant, aussi vrai pour les peines que pour les plaisirs éphémères. Les biens matériels illustrent parfaitement cette impermanence. Cet objet qui nous semble si précieux aujourd'hui finira par se briser, se perdre ou nous indifférer. Les stoïciens pratiquaient régulièrement l'exercice de visualiser la disparition de ce qu'ils possédaient. Loin d'être morbide, cette pratique cultivait un détachement sain et une gratitude renouvelée pour ce qui est là, maintenant. Posséder, c'est en réalité emprunter pour un temps. Les relations humaines aussi suivent ce flux constant. Les amitiés évoluent, les amours se transforment, les cercles sociaux se recomposent. Plutôt que de résister à ces changements relationnels, la sagesse stoïcienne nous invite à les accueillir comme des manifestations naturelles de la vie. Certaines personnes traversent notre existence comme des saisons. Leur départ n'est pas un échec, mais l'accomplissement d'un cycle. Même nos corps sont le théâtre de cette transformation permanente. Les cellules se renouvellent, les cheveux blanchissent, les forces évoluent. Les stoïciens recommandaient de contempler régulièrement ce vieillissement non comme une décadence, mais comme une métamorphose naturelle. En acceptant cette évolution corporelle, nous retrouvons une certaine paix face au miroir et aux limites qui changent. Les sociétés et civilisations elles-mêmes naissent, culminent et déclinent. Quand nous nous inquiétons des bouleversements du monde, le regard stoïcien nous rappelle que tous les empires ont connu ce cycle.
Cette perspective historique élargie relativise nos angoisses contemporaines. Ce qui semble inédit et catastrophique s'inscrit souvent dans des mouvements plus vastes et récurrents. Le travail sur l'impermanence ne vise pas à nous rendre indifférents, mais à nous aider à mieux aimer ce qui est là, tout en sachant que cela ne durera pas. C'est cette conscience aiguë de la finitude qui donne sa saveur au présent. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. L'impermanence bien comprise devient ainsi une invitation à vivre pleinement. Face aux changements inévitables, les stoïciens proposent une attitude à la fois lucide et sereine. D'abord distinguer ce qui dépend de nous, notre façon de réagir, de ce qui n'en dépend pas, le changement lui-même. Puis exercer notre capacité d'adaptation, comme un roseau qui plie sans rompre. Enfin, cultiver cette vision haute qui embrasse les cycles plutôt que les instantanés. En fin de compte, méditer sur l'impermanence est un antidote puissant contre bien des souffrances. Les angoisses de perdre, les peurs de l'avenir, les nostalgies du passé perdent de leur emprise lorsque nous intégrons profondément que tout est passage. Cette compréhension stoïcienne ne nous enlève rien. Elle nous rend au contraire plus présents, plus libres et plus légers pour danser avec le flux de la vie. Observez les nuages qui passent dans le ciel. Certaines formes semblent si stables, pourtant elles se transforment sans cesse. Cette métaphore céleste illustre parfaitement la nature fondamentale de toute existence selon les stoïciens. Nos vies, nos émotions, nos circonstances sont comme ces nuages, apparemment solides mais en constante mutation. Apprendre à voir cette réalité, c'est acquérir une liberté intérieure inébranlable. Les saisons nous enseignent la beauté du cycle plutôt que de la permanence. L'hiver rigoureux laisse toujours place au printemps, l'abondance estivale prépare les récoltes automnales. Les stoïciens voyaient dans ces transformations naturelles un modèle pour accepter les cycles de nos vies personnelles. Ce qui semble être une fin n'est souvent qu'une transition vers quelque chose de nouveau que nous ne pouvons encore percevoir. Nos souvenirs eux-mêmes sont soumis à cette loi du changement. Ce moment parfait que nous cherchons à préserver dans notre mémoire se modifie imperceptiblement chaque fois que nous y repensons. Les stoïciens recommandaient de savourer les instants sans tenter de les emprisonner, car même nos souvenirs les plus chers évoluent avec le temps. La vraie sagesse consiste à apprécier pleinement l'expérience présente. Les villes modernes offrent un spectacle fascinant d'impermanence. Des bâtiments s'élèvent pendant que d'autres disparaissent, des modes architecturales se succèdent. Marc Aurèle méditait sur les ruines de Rome, comme preuve que même les plus grandes civilisations suivent ce cycle. Cette perspective historique nous aide à relativiser nos préoccupations contemporaines et à embrasser le mouvement perpétuel de l'histoire. Les relations professionnelles aussi illustrent ce flux constant. Ce collègue indispensable aujourd'hui peut changer de poste demain. Cette entreprise florissante peut connaître des difficultés. La sagesse stoïcienne nous invite à investir pleinement dans nos collaborations tout en restant conscients de leur caractère temporaire. C'est cette tension féconde entre engagement et détachement qui caractérise l'attitude du sage. Nos connaissances et certitudes évoluent tout autant. Ce qui semblait vrai hier peut se révéler partiel ou erroné aujourd'hui. Les stoïciens cultivaient une humilité intellectuelle face au savoir, conscients que toute compréhension est provisoire et perfectible. Cette ouverture d'esprit face au changement des idées est peut-être plus nécessaire que jamais à notre époque de transformation accélérée. Même nos valeurs et priorités se modifient au cours d'une vie. Ce qui nous semblait essentiel à 20 ans peut paraître secondaire à 40 ans. Les stoïciens recommandaient de réévaluer régulièrement nos jugements, non par versatilité, mais parce que la sagesse consiste à adapter ses perspectives à l'expérience accumulée. Le changement bien compris est alors synonyme de croissance. Les technologies qui bouleversent nos vies offrent une démonstration spectaculaire d'impermanence. L'outil indispensable d'aujourd'hui devient l'objet obsolète de demain. Face à cette accélération, la posture stoïcienne consiste à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à s'adapter sans se perdre, à utiliser sans s'attacher. La technique change, les besoins humains fondamentaux restent. Nos projets et ambitions connaissent aussi cette loi du changement. Le rêve qui nous animait hier peut perdre de sa force aujourd'hui, tandis que de nouvelles aspirations émergent. Les stoïciens y voyaient non pas un échec,
mais le signe d'une vie qui se renouvelle. L'important n'est pas la permanence des buts, mais la constance de l'effort pour vivre vertueusement. En fin de compte, méditer sur l'impermanence est un exercice de libération. Comme l'écrivait Marc Aurèle, tout est éphémère, à la fois ce qui se souvient et ce qui est remémoré. Cette prise de conscience ne diminue pas la valeur de notre existence. Au contraire, elle en intensifie chaque moment. Car c'est précisément parce que rien ne dure que tout acquiert sa précieuse singularité.